notre invitée dans La Politique c'est clair, Agnès Evren. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice Les Républicains de Paris. Donc dans la capitale, il va se passer des choses aujourd'hui avec cette fête de la musique. Et alors que la canicule est là depuis plusieurs jours déjà, il y a un important dispositif, on l'a vu, de sécurité qui est prévu. Est-ce que vous craignez des débordements ? Écoutez, moi je suis élue du 15e arrondissement et on a ce soir sur le parvis de la mairie des milliers de personnes qui vont venir pour la fête de la musique et on a été un peu dans l'incertitude. Visiblement le préfet voulait annuler, mais décidément il n'a pas décidé d'annuler. Il y a des mesures très strictes à prendre et notamment d'éviter l'alcool. Et ça, de ce point de vue-là, je pense... Vous pensez qu'il aurait fallu annuler peut-être ces rassemblements ? Non, tout simplement parce qu'en fait il faut que désormais on comprenne qu'il faut que nos villes s'adapte au réchauffement climatique. Et on voit bien que Paris n'est pas une ville adaptée. Et d'ailleurs, il y a récemment une étude du Lancet qui disait que sur 854 villes européennes, Paris est la ville la plus mortelle en cas de canicule. Ça veut donc dire, et c'est pas Madrid, c'est pas Athènes ou c'est pas Séville, on parle de Paris. Et donc, malheureusement, à Paris, on a un maire, alors qui fait ce qu'il peut, mais nous, ce qu'on propose chez les Républicains, notamment avec le groupe Paris Liberté, c'est d'avoir un véritable réseau de froid qui permet en fait de raccorder tous les bâtiments qui sont vulnérables. Les EHPAD, les écoles, les hôpitaux. Installer la climatisation ? C'est pas seulement de la climatisation, c'est de faire en sorte, comme il y a la CPCU, la compagnie de chauffage urbain, de faire en sorte de rafraîchir en fait ces endroits. Parce qu'il y a aujourd'hui un réseau de froid, mais qui raccorde plutôt en fait des bureaux, notamment des sites touristiques. Aujourd'hui, l'objectif, à mon avis, la priorité, c'est évidemment les publics vulnérables. Je me suis hier déplacée... Alors, il y a des espaces de fraîcheur dans les hôpitaux, déjà, qui ont été créés. C'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant. Et on voit bien qu'aujourd'hui, nos villes ne sont absolument pas adaptées. Il y a chaque année... Anne Hidalgo a mis beaucoup d'arbres beaucoup de communication. Pas du tout. C'est que de la com'. Et les résultats aujourd'hui ne sont pas là. Il y a eu 4 plans de communication sur le climat. Et là encore, regardez, les chiffres sont quand même révoltants. 450 morts chaque année à cause de la canicule, y compris dans les grandes villes. Et donc, Paris manque d'ombre. Paris manque d'eau, Paris manque de fraîcheur et on a besoin, je le dis, d'une réforme très structurante qui vise, encore une fois, à installer ce véritable réseau de Est-ce froid. qu'Emmanuel Grégoire a pris les bonnes décisions là, face à cette canicule, notamment ouvrir les parcs et jardins toute la nuit, il y aura cette interdiction d'alcool aussi. Ça, c'est ce qu'il fallait faire ? Écoutez, c'est le minimum, j'allais dire. Évidemment, là encore, il propose des rideaux occultants, des volets dans les écoles. Mais moi, je le vois bien, dans le 15e, on nous a promis, donc il y a 1200 climatiseurs qui avaient été annoncés pour à peu près 2 par école à Paris. Mais c'est faux. Nous, on nous en a promis. En fait, on aura uniquement 7 écoles maternelles qui auront ces climatiseurs. Une seule école élémentaire. Et moi, j'étais hier, parce qu'il y a les fêtes de kermesse en ce moment dans toutes les écoles parisiennes, y compris dans le 15e. C'est un enfer. D'ailleurs, vous savez, les directeurs d'école nous le disent. En fait, on laisse les élèves dans les classes le matin, mais l'après-midi, c'est tellement insupportable qu'on les renvoie chez eux. Ils rentrent chez eux quand c'est possible, parce qu'en fait, il n'y a pas, de salle refroidie, en fait, au sein des écoles. On a l'impression, franchement, que on est dans une période où rien n'est anticipé, en fait, pour des nourrissons dans les crèches, où en fait ils mettent des espèces de rideaux. C'est vraiment totalement artisanal et c'est inadmissible en fait, parce que c'est un défi de santé publique. C'est un enjeu de santé publique et encore une fois, je le redis, Paris n'est absolument pas adapté au réchauffement climatique. On va revenir sur la canicule. Juste les risques de noyade sont très importants. Est-ce que vous avez peur que dans la Seine, il puisse y avoir aussi ce risque-là ce soir ? Oui, alors j'ose espérer que la préfecture a mis tout en place. Bien sûr, tout est possible. Aujourd'hui, on voit qu'il y a eu des noyades, d'ailleurs pas seulement à Paris, mais dans d'autres villes. Il y a eu 2 adolescents qui sont morts dans le Doubs. Absolument, donc il faut que tout soit mis en œuvre. Et on le voit bien encore une fois que malheureusement, on le sait maintenant, le réchauffement climatique, il est là. Il faut arrêter avec le climato-scepticisme. On sait que d'ici 2050, les villes, on sera à 50 degrés. Et donc, il faut mieux anticiper la transition écologique dans notre pays. Alors, le gouvernement a réuni une cellule de crise interministérielle hier pour prévenir les incendies, les problèmes à l'hôpital, décaler les examens, interdire l'alcool notamment. Vous êtes rassuré ou vous dites, là aussi, c'est une opération de com' comme le maire de Paris ?
Encore une fois, c'est très très bien, si vous voulez, de communiquer, mais le sujet, c'est que ce sont les collectivités qui sont responsables, en fait, de ce qui se passe dans les écoles. Ce n'est pas l'État. C'est les départements, les lycées. Les écoles, en fait, ce sont les mairies d'arrondissement, ce sont les communes. Et donc, à Paris, la distribution des climatiseurs, elle dépend évidemment d'Emmanuel Grégoire. Donc, oui, évidemment, il faut communiquer, mais moi, ce qui me terrifie, c'est de me rendre compte qu'aujourd'hui, Paris, encore une fois, est la ville la plus mortelle en cas de canicule. On peut communiquer, sauf que concrètement, qu'est-ce qu'on fait en termes de transport, en termes de bâtiments qui sont aujourd'hui des passoires thermiques? Alors, Valérie Pécresse a climatisé un certain nombre de transports, notamment. Il y a des bus, il y a des métros. Oui, absolument. Elle a une vraie fibre écologique, Valérie Pécresse, et c'est vrai qu'en tant que présidente de la région, elle a fait le nécessaire. Moi, je le redis, je suis élue de Paris, j'ai vu 4 plans de communication sur le climat et je ne vois pas de résultats. On nous avait promis des forêts urbaines, on n'a que des herbes folles qui poussent, mais rien de véritablement écolo. Donc il nous faut des solutions en fait qui soient positives et pas punitives et pas culpabilisatrices en fait. Une écologie de droite, comme l'a dit hier Bruno Retailleau. Comment on fait quand on n'a pas d'argent? Parce que rien que pour les écoles, qui sont effectivement très, très fortement touchées, il faudrait plus de 40 milliards. Et ça, il faut le démultiplier partout. Comment on fait alors que nos finances sont plus que dans le rouge? C'est un enjeu de santé publique. C'est un enjeu, encore une fois, absolument majeur. Et il va falloir qu'on se projette dans une société où il va falloir à la fois organiser la transition écologique tout en maintenant la croissance économique. Et donc, on ne peut pas ergoter quand il s'agit, encore une fois, de santé publique. Je le disais tout à l'heure, 454 morts liés à la canicule. Et donc, on doit tout simplement aujourd'hui s'adapter, et tout particulièrement nos villes d'ailleurs, qui sont les premières en fait à contribuer au réchauffement climatique. Et donc, l'enjeu, c'est de savoir comment est-ce que, à la fois, on n'augmente pas en fait l'augmentation de gaz. Du CO2, voilà, du CO2, c'est ça. De gaz à effet de serre. Exactement, du CO2, tout en réduisant le réchauffement climatique. Et c'est ça le véritable enjeu pour moi. Qu'est-ce que vous pensez de la ministre de l'écologie? Vous la trouvez à la manœuvre? Écoutez, oui, bon, après, c'est vrai que les ministres, en fait, passent et on ne retient pas tous ni leur nom, ni leur action. Donc, pas l'offense de vous demander le nom de la ministre de l'écologie. Bruno Retailleau parle, lui, d'écologie. Il y a beaucoup de turnover, il faut dire. De droite, mais il veut un moratoire sur le renouvelable. Est-ce qu'on peut tout miser sur le nucléaire? Alors, vous savez, de ce point de vue-là, nous, on a toujours été extrêmement pragmatiques et non pas dogmatiques. Malheureusement, le nucléaire, beaucoup ont changé d'avis. D'ailleurs, le Rassemblement national, on a toujours considéré que le nucléaire était une énergie bas carbone et qui ne coûtait rien en fait. Malheureusement, elle a été complètement fossoyée. La filière du nucléaire a été fossoyée par Emmanuel Macron, il faut le dire, et avant François Hollande, et qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on a besoin de cette énergie qui est bas carbone et qui est peu chère. Donc, il faut les deux en fait. Il faut un mix énergétique. Un mix énergétique, à la fois le renouvelable et évidemment le nucléaire. Vous étiez donc au meeting de Bruno Retailleau hier au Parc Floral. Est-ce que vous pensez qu'il peut faire gagner la droite en 2027 ? Je vais vous dire pourquoi il peut faire gagner la droite, parce qu'en fait, Bruno Retailleau est au barycentre de la droite. C'est-à-dire qu'il ne peut ni être suspecté d'alliance avec le Rassemblement national, ni suspecté d'ambiguïté avec le macronisme. Et donc, il peut faire revenir vers nous, revenir à la maison, à la fois des électeurs en fait qui sont partis chez Macron et des électeurs qui sont partis au Rassemblement national. C'est une personnalité qui est très claire sur ses convictions, sur ses valeurs. Et d'ailleurs, nos propres électeurs, nos propres militants nous disent qu'ils ne veulent pas avoir le choix ou entre un héritier d'Emmanuel Macron ou entre un candidat du Rassemblement national. Et que donc, Bruno Retailleau, justement, porte avec fidélité les valeurs de la droite républicaine, et qu'en fait, on ne peut pas laisser nos électeurs orphelins et leur dire, vous avez le choix entre ou le centre ou le Rassemblement national. Il y a au milieu un espace politique qui s'appelle tout simplement les Républicains, la droite, et qu'on ne va pas mettre notre drapeau dans la poche, et que c'est Bruno Retailleau qui porte justement le drapeau des Républicains pour cette élection. Et je vais même vous dire, en fait, nos électeurs qui sont de droite, ils veulent une offre politique de droite. Sauf qu'aujourd'hui, vos électeurs, ils sont partis un peu chez les macronistes, un peu au Rassemblement, même beaucoup au Rassemblement national, et qui ne reviennent pas parce que dans les sondages, Bruno Retailleau, il est toujours autour de 9-10%.
Comment vous l'expliquez et qu'est-ce qui va permettre de faire décoller Bruno Retailleau alors qu'il est déjà en campagne depuis plusieurs semaines? Vous savez, on est à 1 an de la présidentielle. Jean-Michel Aulas devait être élu maire de Lyon. Donc attention, et Édouard Balladur et Alain Juppé, on a beaucoup d'exemples comme cela. Mais aujourd'hui, Bruno Retailleau a un projet de rupture. Moi, je vois bien récemment une étude de CVPOF montrait que 26% des Français veulent des réformes profondes et très structurelles en France. Il est celui qui dit tout simplement aux Français, aujourd'hui, il faut tout changer du point de vue du régalien, évidemment. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que je disais, il ne peut pas être suspecté d'ambiguïté avec le macronisme. Ce changement, c'est lui qui le porte aujourd'hui. Sur les questions économiques, il explique combien, en fait, aujourd'hui, la France souffre d'un déficit de travail. Aujourd'hui, malheureusement, en fait, on est ceux qui travaillons le moins collectivement, je veux dire, par rapport à un pays comme l'Allemagne. Et donc, sa boussole, c'est la justice sociale, c'est-à-dire comment encourager de nouveau les Français à travailler. Je ne dis pas que les Français ne travaillent pas, je dis que collectivement, nous ne travaillons pas assez, parce que plus on travaille, plus on lève des cotisations, et plus on lève des cotisations, et plus c'est bon pour la croissance. Et donc, première priorité, c'est évidemment donc de mieux rémunérer le travail au détriment de l'assistanat. La deuxième priorité, et de ce point de vue-là, il a toujours été très clair, c'est la fermeté sur le régalien, sur la maîtrise des frontières, sur le contrôle de l'immigration, légale comme illégale, sur la sécurité, sur l'autorité de l'État. Et enfin, il l'a dit, un des chantiers les plus importants, c'est l'école. C'est comment faire en sorte que l'ascenseur social ne reste pas scotché, j'allais dire, au rez-de-chaussée, et qu'on puisse aujourd'hui faire en sorte que l'école publique puisse encore être celle qui permet de s'élever socialement. Tous les points que vous avez pointés, si l'on peut dire, ça ne va pas. Ça ne va pas dans le régalien, dans l'autorité, la sécurité, dans l'école. Finalement, on a l'impression qu'avec Bruno Retailleau, ce sera peut-être du sang et des larmes. Est-ce qu'il ne faut pas un discours plus optimiste? Qu'est-ce qui va faire rêver les Français? Alors, vous avez tout à fait raison de dire ça. Mais justement, il avait répondu en disant « Mon programme, ce ne sera pas celui de François Fillon, du sang et des larmes. Moi, je veux apaiser. » Aujourd'hui, il faut le dire, la France, elle est à la croisée des chemins et on voit bien qu'en fait, on a un pays qui est polarisé, qui est fracturé, qui est fragmenté. Et lui, il dit il veut réconcilier justement les Français les uns avec les autres et, réincarner l'unité de la nation. Et donc, il y a aussi cette idée de dire la fierté d'être français, de retrouver cette fierté d'être français. Et il est vrai, il a parlé aussi d'IA, donc il se projette aussi sur l'intelligence artificielle. Il a parlé aussi d'écologie. Donc il est vrai qu'il ne parle pas que de sécurité, d'autorité de l'État, de contrôle de l'immigration, même si on le lui reproche justement de rester en fait un peu enfermé dans cette case-là. Il a parlé hier aussi... je le redis, d'écologie, d'intelligence artificielle, de la valeur famille aussi, qui sont pour lui des marqueurs importants. Alors à la fin du discours, on a entendu Valérie Pécresse dire qu'il fallait qu'il y ait un candidat, qu'il fallait qu'on se rassemble derrière un candidat. Est-ce qu'en disant ça, ça affaiblit pas Bruno Retailleau et est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il faudra un seul candidat entre Bruno Retailleau, Gabriel Attal et Édouard Philippe? Vous savez, l'inquiétude de nos électeurs, c'est cette désunion à droite. Et que ce serait quand même assez paradoxal que, alors que la France penche à droite, on puisse être absent du second tour. Et donc, c'est juste en fait une question de bon sens de se dire attention, puisque quoi qu'il arrive, le Rassemblement national devrait être qualifié. S'ils sont à 35 aujourd'hui, je ne vois pas comment ils ne seraient pas qualifiés. Et que l'enjeu, c'est qu'il y ait un seul candidat et unique de la droite au second tour pour être sûr de pouvoir gagner. Et donc, en fait, c'était ça, une question de bon sens que disait Valérie Pécresse. Et Bruno Retailleau le sait très bien, sauf qu'il l'est, et il l'a dit, il est déterminé à aller évidemment jusqu'au bout, puisqu'aujourd'hui, c'est les militants qui l'ont désigné aussi comme étant notre candidat. Et c'est lui qui incarne aujourd'hui ce projet de rupture avec le macronisme. Mais pas pour tout le monde, pas pour Laurent Wauquiez, pas pour Xavier Bertrand, pas pour Jean-François Copé, qui n'était pas présent. Alors vous savez, le défi de la droite, c'est de tourner la page de ces divisions, honnêtement, qui nous épuisent tous et qui font fuir nos électeurs, malheureusement. On a aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, des enjeux absolument cruciaux. On a des guerres, on a une crise sécuritaire, on a une crise de l'hôpital, on a une crise de l'école. Et donc ces égos, je trouve, sont parfois un peu déplacés. Ces batailles d'égos, en fait, sont non seulement déplacées dans la période actuelle, sachant qu'encore une fois, l'enjeu principal, c'est de pouvoir se qualifier au second tour.
On va parler du périscolaire. Vous avez été désigné rapporteur de la commission d'enquête au Sénat. Qu'est-ce que vous espérez découvrir que l'on ne sait pas déjà sur le périscolaire ? Écoutez, la première des choses déjà, c'est de se dire qu'il fallait un sursaut collectif sur la protection de l'enfance parce que malheureusement, ce sujet a été sous-traité pendant des années et que trop longtemps, la parole de l'enfant a été minimisée, ignorée, voire mise en doute. Il faut juste rappeler un chiffre. On a toutes les 3 minutes, une agression sexuelle sur un enfant et qu'il y a seulement 3% de condamnation sur les agressions sexuelles. Et donc, aujourd'hui, et c'est la principale faillite, c'est que l'État n'est pas en capacité d'établir une cartographie, en fait, de toutes ces agressions sexuelles, parce qu'en fait, ce sont des crimes, il faut... voilà, chaque mot compte, au niveau national. Parce qu'en fait, malheureusement, toutes ces agressions sexuelles n'ont pas eu lieu qu'à Paris, et Paris n'est que la partie émergée de l'iceberg, et on dénombre en fait 500 recensements dans plusieurs villes, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Lille. Et donc, le premier objectif de cette commission d'enquête, c'est d'abord donc de cartographier en fait un état des lieux exhaustif de ces crimes et délits, et ensuite de pointer la chaîne des responsabilités. On voit bien malheureusement que depuis 2015 à Paris... Justement, il y a eu un article 40 qui a été fait par Rachida Dati, des élus de la droite, justement, parce que ces signalements étaient connus depuis 2015 et que la mairie de Paris n'aurait rien fait. Vous avez des preuves de cela ? J'ai des preuves. Je suis moi-même élue depuis 2014 conseillère de Paris. Et c'est vrai qu'en 2015, il y avait un rapport de l'inspection générale qui pointait justement l'absence de traitement des signalements qui remontaient. Et donc, la faillite principale, c'est qu'en fait, c'est l'inertie de la ville de Paris depuis 11 ans, puisqu'en fait, elle n'a pas répondu. Et donc, en ne prenant aucune action, elle a laissé prospérer en fait des situations gravissimes de crimes et délits commis sur des enfants. Si on avait agi dès la sonnette d'alarme en fait, qui avait été tirée par l'inspection générale de la ville de Paris, alors sans doute, on aurait pu éviter de faire perdurer ces situations de crimes. La Tribune Dimanche dévoile une partie de l'enquête administrative sur l'affaire Liana et il pointe ce rapport de graves dysfonctionnements, des retards incompréhensibles dans le traitement de cette affaire. Est-ce qu'il faut des sanctions ? Mais c'est évident. Vous savez, aujourd'hui, c'est la double peine pour les parents. Quand on voit en fait qu'il y a un des animateurs prédateurs sexuels qui a agressé 9 fillettes et qu'il a été relaxé, c'est incompréhensible pour les parents. C'est-à-dire que le message qu'on envoie, c'est qu'on peut violer aisément sans que cet animateur ne puisse être condamné. Alors, évidemment, le parquet a fait appel. Et ça, c'est très important de le redire. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut évidemment, c'est que la chaîne des responsabilités soit pointée et que les sanctions tombent et que tous ceux qui ont commis ces crimes soient évidemment punis. C'est juste une question de bon sens. Merci Agnès Evren d'avoir été notre invitée ce matin, sénatrice Les Républicains de Paris.